Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 209 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, épisode React sur le magnifique Lakers contre Warriors. Bon, alors, si je compte bien, on se retrouve 3 jours d'affilée. On s'est vu dimanche pour parler de Adrian Griffin, on s'est vu lundi pour l'hebdo, comme tous les lundis, mais il fallait qu'on se retrouve aujourd'hui aussi. J'avais très envie de le faire, ce petit podcast, mini-podcast React. Vous le savez, on essaie de développer ça aussi, de faire des mini-formats courts pour parler un peu tactique sur des gros matchs de la saison. On l'a déjà fait la semaine dernière d'ailleurs. Ça va devenir une habitude, mais oui, je voulais un peu revenir sur ce match-là, Lakers-Warriors, qui a été vraiment fascinant. Donc, à la fois avec un côté très qui plaît au grand public de suspense, de gros joueurs, de gros shoots, etc. évidemment, mais aussi derrière ça, je trouve qu'on a eu une bataille tactique passionnante. Donc voilà. Aujourd'hui, je voulais un peu revenir là-dessus. Je ne vous embête pas plus avec l'introduction. Sachez juste que, pourquoi est-ce que je dis ça tout de même, normalement, vous entendez ça mardi matin. Normalement, on a fait un Twitch lundi soir pour tout ce qui est image de match, justement. Donc, là, aujourd'hui, en une petite heure, vous avez un peu l'analyse stratégique à une échelle macroscopique. Et si ça vous intéresse de voir les images et de voir un peu le détail microscopique, action par action, ou non, enfin, quand même pas action par action, mais de voir les actions principales et de voir concrètement ce dont je parle, normalement, il y a le Twitch. Le replay sera disponible sur Twitch, sur Twitter et sur YouTube. Donc voilà, si ça vous dit, aujourd'hui, en une petite heure, si vous avez le temps que pour ça, analyse un peu globale de ce match-là, pour les enjeux, la stratégie, etc., pour passer 2h30 sur les détails et sur les images de match, le Twitch. Et donc voilà. On a déjà fait ça d'ailleurs la semaine dernière avec le Denver-Boston, vous avez eu le droit aussi aux deux. Ça devient une habitude, je sais pas si on fera ça tous les lundis, mais voilà, en tout cas aujourd'hui on a ça. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes, Spotify et des petits likes sur YouTube, ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Et merci à tous pour ceux qui en mettent, ça fait très plaisir. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler du fabuleux match entre Lakers et Warriors. Bienvenue dans le Basket Lab. Bon, alors, Lakers contre Warriors, ce qui a été donc un des meilleurs matchs de la saison, un thriller, comme on dit, avec l'accent, un match qui allait au bout de la nuit avec 2 prolongations, 144-145 pour les Lakers, et donc c'est vrai que ça valait le coup d'en parler parce que le match, au-delà du côté enjeu et suspense, a été très plaisant et très intéressant tactiquement, donc on est un peu là aussi pour en parler. Comme d'habitude, peut-être petit point stat, 2-3 stats un peu intéressantes avant de parler tactique. Notamment, ce qui saute un peu aux yeux, c'est une différence majeure en termes de lancers francs, évidemment. Je sais que les fans des Warriors se plaignent tout le temps, les fans de toutes les autres franchises se plaignent que les Lakers ont beaucoup de lancers francs. Bon, là, en l'occurrence, ça a été le cas. Lakers, 37,6 de taux de lancers francs, donc 37,6 lancers francs par 100 possessions, contre à peine 9 pour les Warriors. Donc, il y a une équipe qui était dans le 97e centile en termes de lancers francs contre les Warriors qui étaient dans le 5e centile, donc à peine mieux que 5% de tous les matchs de cette saison NBA, contre 97e centile, mieux que quasiment tous les matchs de cette saison. Donc, ça fait quand même un écart assez énorme en termes de points bonus. Ce sont les points les plus faciles du basket, évidemment les plus rentables, les lancers francs. Donc, voilà. Sur ce match, un écart qui saute aux yeux quand on regarde un peu la feuille de match, c'est ça. C'est les lancers francs, évidemment. Bon, encore une fois, arbitrage ou pas arbitrage, il faut quand même dire aussi que il y a des équipes qui ont aussi un profil qui a tendance à attirer des fautes, et des équipes un peu moins. Et notamment, c'est pas des équipes dans leur globalité, c'est surtout leur star en fait. Et Stephen Curry, vous prenez ses chiffres depuis toujours, c'est plutôt quelqu'un qui va chercher la finition
en finesse plutôt que d'aller provoquer le contact, mais parce qu'il peut, hein, parce qu'il a le toucher de balle, parce qu'il a, etc., etc. Klay Thompson, on est plutôt sur un type shooter, pas un driver, un gros lancer franc, etc., etc. Donc les Warriors ont toujours été un peu une équipe qui ne va pas tout le temps chercher des lancers francs, arbitrage mis à part, et les Lakers, c'est l'inverse. LeBron, AD, même Austin Reeves, qui est élite dans l'exercice. Voilà, on a aussi des joueurs qui sont capables d'aller chercher beaucoup de lancers francs, donc ça se voit sur ce match-là. Ok. Autre stat aussi, les deux équipes ont finalement tenté très peu de tirs au niveau du panier. Donc très peu de tirs au niveau du panier pour les deux, à peine 25% de leurs tirs pour l'une équipe et 19% pour l'autre, respectivement dans le 14e et 5e centile, donc à peine mieux que, encore une fois, à peine mieux que 14% des matchs de cette saison et à peine mieux que 5% des matchs de cette saison, donc bref. Très peu de tirs directement sous le panier pour les deux équipes, et en termes de répartition de tirs, comment ça s'est fait ? Les Lakers, 52% de leurs tirs ont été à mi-distance, 52%, c'est énorme. Et de l'autre côté, les Warriors, c'était pareil, hein, quasiment la moitié de leurs tirs, 46%, à 3 points. Donc voilà pour la répartition des tirs, très peu au panier, beaucoup à mi-distance pour les Lakers et beaucoup à 3 points pour les Warriors. Et c'est vrai qu'en plus, on a eu un shot-making qui a été pas mal sur ce match-là. On a un score élevé parce que de prolongation, on n'est pas sur des offensive ratings de folie non plus, mais mine de rien, les Warriors, plus de la moitié de leurs tirs ont été à 3 points, et ils les mettaient avec une adresse de 41%, donc c'est quand même très bon. Et puis les Lakers, 57% d'efficacité sur ce qu'on appelle les short mi-distance, donc la zone des flotteurs et des hook-shots, etc., un peu plus loin du panier. 57%, c'est dans le 85e centile, et puis même 39% sur les longs tirs de poing, ce qui est bien. Hein, les longs tirs de poing, 40%, c'est bien. Donc voilà, grosso modo, voilà en termes d'efficacité, on n'a pas eu de gros trous pour une des deux équipes. Par contre, c'est vrai que niveau stats, et même moi je me suis fait de la réflexion pendant le match, et donc en allant vérifier les stats, ça s'est vérifié précisément. La différence pour moi, elle se fait au niveau des transitions. Ça a été un secteur clé de ce match-là pour moi, la contre-attaque, la transition, dans le sens où le match est extrêmement serré, et on a une équipe, les Lakers, qui ont eu beaucoup de transitions, alors qu'à l'inverse, les Warriors, finalement, ils en ont eu assez peu. Et donc, concrètement, en termes de fréquence de transition, les Lakers étaient dans le 82e centile, en termes de nombre de contre-attaques, contre à peine dans le 37e pour les Warriors, donc un écart assez significatif, et puis aussi écart non seulement de fréquence, mais aussi d'efficacité, puisque les Lakers étaient très bons en termes d'efficacité sur leur transition, alors que les Warriors beaucoup moins, hein, encore une fois, 92e centile contre 33e centile, ce qui fait que quand on mélange fréquence plus efficacité, volume et efficacité, effectivement, les Warriors ont eu beaucoup moins de points faciles en transition que les Lakers. Et encore une fois, quand on sait à quel point ça s'est joué à pas grand-chose et que la bataille tactique a été rude et extrêmement disputée, finalement, à la fois les fautes, ok, mais surtout les transitions des points faciles, ça a réussi à faire pencher la balance pour les Lakers, en tout cas à les maintenir en vie le temps d'arriver en prolongation, où on a eu plutôt du demi-terrain. Mais on va y arriver. Donc voilà un peu pour ce petit point stat très rapidement. Et donc, si on peut enchaîner un peu avec la tactique, puisque c'est un peu... On est là pour ça, notamment pour parler de jeu et pas seulement lire le box score. On préfère nous parler de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Peut-être si on peut commencer avec l'attaque des Lakers, si ça vous dit. Donc les Lakers, le plan de jeu a été assez simple, et comme assez souvent finalement, avec des équipes qui affrontent les Warriors, surtout d'ailleurs souvent des équipes de LeBron James, le plan de jeu, ça a été évidemment de cibler Stephen Curry. Ce qui semble la norme, puisque Curry n'est pas un excellentissime défenseur. C'est quelqu'un qui, en termes de couverture de pick and roll ou d'isolation, on a besoin de compenser parce qu'il est peut-être pas assez grand pour retenir tout seul LeBron James ou d'autres. Donc voilà, ça entraîne tactiquement des schémas où, si on vient compenser autour de Curry, on devient vulnérable ailleurs, évidemment. Et c'est vrai que le début de match a été un peu là-dessus, et comme on peut s'y attendre, LeBron a toujours été là pour cibler Stephen Curry. Donc le classique, on fait des pick and roll entre petits pour aller chercher Curry, pour voir si est-ce qu'il fait un switch ou est-ce qu'il fait un hard edge. Donc il monte haut le temps que l'autre défenseur contourne l'écran sur les pick and roll. Mais donc c'est le fait de ne pas switcher, ça concède un décalage quelque part, etc., etc.
On a eu des pick and roll sur le côté, entre petits, on a eu des pick and roll plein centre, on a eu l'isolation, on a eu aussi même Anthony Davis, d'ailleurs, qu'on a vu une fois ou deux aller au post-up, et pareil, hein, quasiment au post-up, on a demandé un écran pour voir si ça switchait ou pas, et déclencher un petit flotteur. Donc voilà, on a eu évidemment cet aspect classique de on va cibler Curry. Et ça a plutôt bien marché pour les Lakers, surtout en début de match. Et puis l'autre moyen que les Lakers ont trouvé pour attaquer cette défense des Warriors, c'était le pick and roll. Et bien sûr, le pick and roll sur Draymond Green, puisque Draymond Green, on va y arriver, mais ça a été l'intérieur principal des Warriors sur ce match-là. Donc forcément, quand on attaque sur pick and roll, on attaque Draymond Green en termes de match-up, puisqu'on était sur des match-up assez classiques pour démarrer ce match. On a eu très très peu de Kevin Looney et de Tracy Jackson Davis. Et au début du match, Draymond Green était plutôt en drop. Donc c'est-à-dire, sur les pick and roll, il ne monte pas au niveau de l'écran, mais il reste plutôt un peu bas. Ce que Draymond Green est tout à fait capable de faire, évidemment. Draymond Green peut tout faire défensivement. D'ailleurs, je peux le placer, hein, le match a été stratosphérique de la part de Draymond. On va en reparler, mais bref, pour rester un peu sur ce côté attaque des Lakers. Donc, le début du match, on a essayé un peu d'attaquer Curry, et puis donc d'attaquer ce drop de Draymond Green avec le pull-up de D'Angelo Russell dans la distance. Ça a bien marché. On a aussi tenté les fameux pick and pop, malheureusement à mi-distance plutôt qu'à 3 points de Anthony Davis. C'est pas beaucoup rentré pour le coup. Mais voilà, donc on essayait un peu d'aller tester ce drop avec des petits mouvements qui amènent sur le pick and roll, un système notamment où le D'Angelo Russell arrive lancé sur un pick and roll, ce qui fait que Klay Thompson est pris dans l'écran parce qu'il doit d'abord traverser un premier écran, etc., etc. Donc on a un peu essayé de tester ce drop, on va dire. Et d'ailleurs, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on a eu très peu de ce qu'on appelle les fameux empty pick and roll. Donc ce qui sont des pick and roll qui se font sur une moitié de terrain, enfin un quart de terrain techniquement, mais sur une moitié de demi-terrain, vous savez, où il n'y a absolument personne sur tout un côté, empty, littéralement vide, hein, c'est le corner qui est vide, et donc c'est un jeu à deux qui rentre vers l'intérieur, ce qui est un grand classique de l'attaque des Lakers. Je pense que j'en ai suffisamment parlé dans l'hebdo et sur le Basket Lab cette saison, et finalement, on a eu très peu de ce genre d'action, l'action qui pourtant la go-to action des Lakers sur ce match, sur cette saison, et on en a eu très peu sur ce match-là. Je me demande à quel point c'est pas aussi une question de spacing en fait, et à quel point est-ce que les Warriors auraient été prêts en fait à boucher l'espace et à boucher le terrain sur ces fameux empty où c'est un peu facile. Souvenez-vous, je crois que c'est contre les Knicks où Darvin Ham essaie de dérouler des tonnes de empty pick and roll sur la première mi-temps. Il fait quasiment que ça, hein, pour D'Angelo Russell, pour Austin Reeves, même pour LeBron James. Sauf que les Knicks positionnent quelqu'un de manière très agressive depuis le côté faible, donc ça a bouché l'espace. Et je pense que l'objectif sur ce match, pourquoi est-ce qu'on a vu aussi peu de empty pick and roll, c'est qu'il y avait peut-être des soucis de spacing potentiels. Donc voilà, peut-être que Darvin Ham a voulu aller ailleurs, et donc c'était plutôt pick and roll sur Stephen Curry, c'était plutôt pick and roll sur Draymond Green, un peu tester le drop. Pour lister tout de même aussi, continuer sur l'attaque des Lakers, on a eu pas mal de transitions, donc j'ai dit tout à l'heure, pas mal de contre-attaques qui ont donné des paniers faciles, et même lorsque ça ne donnait pas des paniers faciles, on a eu souvent, je trouve, pas mal d'actions où ça poussait en contre-attaque, comme on dit, où ça remontait assez vite, et le fait de remonter vite fait aussi qu'on arrive à créer des mismatchs. C'est-à-dire, comme on remonte vite, la défense, elle revient tant bien que mal en position, mais on prend un peu... chacun prend l'homme qui est le plus proche de lui, quoi. Chacun prend son attaquant qui est proche plutôt que son match-up idéal. Donc ça crée un peu des mismatchs comme ça, évidemment, et ce sont des situations qui n'ont pas toujours donné des points sur transition de facto, donc pas toujours des points comptés comme de la contre-attaque, mais le fait d'accélérer très vite en contre-attaque fait que on a ces mismatchs qui ont donné des situations très dangereuses pour les Lakers, et notamment je pense à LeBron James qui a pu développer comme ça un certain nombre de possessions, isolation ou surtout post-up en fait, où il remonte la balle, il obtient un mismatch, quelqu'un qui n'est pas censé être trop sur lui, mais qui, voilà, sur le moment, on est bien obligé de combler les brèches, on va dire, en contre-attaque. Et à partir de là, on a pas mal de post-up qui s'est développé. Et avec, en plus, le petit bonus, c'est que les Lakers sont une des équipes qui développe le plus et le mieux, alors j'ai pas les chiffres, mais le plus et le mieux d'attaques sur post-up cette saison, d'après ce que j'ai pu en voir. Ils s'étaient régalés par 2 fois contre OKC, ils l'ont fait aussi contre les Knicks, ils l'ont fait contre... Bref, ils le font assez régulièrement, et, disais-je, pardon, je me perds,
Ce qui est bien, c'est que quand tu as un mismatch au post-up, tu as LeBron James donc, qui attire de l'attention et forcément, tu as la défense qui essaie de venir compenser, donc soit venir zoner autour de ce post-up, soit carrément déclencher la prise à deux. Et donc, forcément, quand tu fais ça, tu te rends un peu vulnérable ailleurs, quand tu essaies de surcharger le terrain autour de LeBron James. Et sur ce match, on a eu Jared Vanderbilt, encore lui, le connecteur ultime, c'est-à-dire le mec qui ne crée pas le décalage mais qui vient l'amplifier, qui est en fait un expert, un des meilleurs de NBA pour couper dans le dos de l'aide, puisqu'il n'apporte pas le spacing et la menace à 3 points, mais quand il y a son défenseur qui vient, qui l'abandonne pour venir aider ou surcharger le terrain autour de LeBron, il arrive toujours, lui, Vanderbilt, à s'infiltrer dans le dos de son défenseur, offrir une solution de passe facile. Lui et Christian Wood aussi, d'ailleurs, les deux ont été pas mal, ce qui fait que non seulement les Lakers ont pu avoir en transition des mismatchs, mais ensuite ils ont pu pas mal les attaquer grâce au jeu développé ensuite. Donc voilà, LeBron a été le point de départ de ça, pas toujours la finition, même pas toujours parfois à l'assist, on va dire, mais ça a été une source d'attaque assez intéressante. Et également, à noter tout de même sur ce match-là, il y a eu pas mal de ce que j'appelle un peu des isolations un peu statiques, pour le coup. Et c'est vrai que ça, c'est une partie que j'ai moins aimée. C'est une partie qui est assez peu étonnante et qu'on sait que les Lakers le font aussi pas mal. Mais en effet, les Lakers sont quand même pas mal développés, notamment plus le match avancé. Ce genre d'isolation, ce genre de situation de 1 contre 1, un peu simpliste, on va dire, où finalement la défense de Golden State pouvait assez facilement quadriller le terrain. Parce que moins il y a de mouvement, et plus la situation est simple, et même simpliste, donc plus c'est facile de venir quadriller le terrain autour de, justement, on en parlait pour les post-up, mais pareil pour isolation, de venir surcharger le terrain. Surcharger le terrain et mettre plein de défenseurs autour de LeBron James, ou de resserrer tout le monde, de boucher l'espace à l'intérieur, boucher la raquette notamment. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça aussi qu'on a eu très peu de tirs au panier pour les Lakers comme pour les Warriors, mais donc notamment aussi pour l'attaque des Lakers, très peu de tirs directement sous le panier. Et voilà, c'est un classique de la part des Lakers, le fameux pick and roll entre D'Angelo Russell et LeBron James, donc le pick and roll, ou alors Austin Reeves parfois, mais le fameux pick and roll 1-3 du coup, le meneur avec le poste 3, donc LeBron, un pick and roll qui est pas vraiment là pour développer un roll, R-O-L-L, pour pas faire plonger LeBron au panier, mais juste pour tester et voir si on peut pas créer un switch, et donc un mismatch, et ensuite on donne la balle à LeBron en tête de raquette, en fait. Et voilà, sur ce match-là, on a eu aussi pas mal de ce genre de situations, pour le coup, pas mal d'isolation, encore une fois, relativement statique, où les Warriors ont pu un peu s'organiser autour et arriver à boucher l'espace à l'intérieur pour finalement limiter pas mal de ce genre d'isolation. Mais tout de même, je pense que ce qu'il faut dire aussi, pourquoi est-ce que les Lakers s'en sortent bien, c'est que mine de rien, LeBron, le shot-making a été très bon, je trouve, sur ce match-là. C'est-à-dire que, bon, voilà, ces situations ne sont pas idéales en termes de développer un fond de jeu. Il en a fait pas mal, et pas mal de fois également sur le low. En fait, il a juste mis le pull-up par-dessus le défenseur, quoi. Donc, il y a des fois, il y avait un deuxième défenseur qui venait ligne de fond, ou un troisième qui venait en tête de raquette, ou en tout cas, ça bouchait l'espace, ça s'apprêtait à venir aider, ou parfois ça venait aider. Bon, certes, ok, c'est pas top, mais sauf que quand tu as LeBron qui n'attaque pas l'espace parce que l'espace est bouché, mais qui prend juste le pull-up et qui le met, bah ouais, ça fait quand même panier, quoi. Et c'est pas quelque chose forcément sur du long terme qui va être tenable à un aussi haut taux, évidemment. Mais sur un match sec, ça peut passer. Et je trouve qu'il y a eu assez de paniers marqués, assez de shot making, assez de réussite pure sur ses jump shots et sur ses tirs, pour que ça passe. Donc en soi, ça n'a pas été des séquences d'attaque magnifiques, mais vu que le shot making a été là, ça a un peu sauvé l'affaire, on va dire. Donc voilà à peu près pour l'attaque des Lakers. Oui, juste tout de même aussi, pour rester un peu de ce côté-là du terrain, préciser que les Warriors, ils sont allés en termes de rotation intérieure. Quelle était la rotation intérieure principale des Warriors? Ça a été Draymond Green, en poste 4 ou 5, comme vous voulez, mais bon, plutôt 5 pour le coup, et Jonathan Kuminga. Mais en fait, les deux ont été les deux joueurs principaux de cette rotation intérieure sur ce match-là. C'est-à-dire qu'on a eu 45 minutes pour Draymond Green et 43 pour Kuminga, ce qui sont des chiffres totalement normaux pour Tom Thibodeau, mais là c'est aussi parce qu'on a eu deux prolongations, bien sûr.
Mais donc voilà, 2 énormes temps de jeu pour Kuminga et pour Draymond Green, pour une raquette du coup assez mobile. Hein. Pour le coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'avait, pour tout ce qui est justement, comme je disais, ces fameux schémas où on vient boucher l'espace, des schémas très dynamiques, des schémas où on essaie de beaucoup bouger et de surcharger le terrain, etc. etc. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu beaucoup de Kuminga. Et par ailleurs, on a eu à peine 15 minutes de Darius Saric. À peine 15, et je crois que c'était surtout en première mi-temps, d'ailleurs. Et puis, à peine 5 minutes chacun pour Kevin Looney, qui a un peu commencé le match, mais qui finalement a très vite été sorti. Et 5 minutes aussi à peine pour Tracy Jackson Davis, qui a eu une petite poignée de minutes en deuxième mi-temps, mais qui a été assez rapidement ciblé par les Lakers en termes de pick and roll, de défense sur pick and roll. Donc voilà, ceci explique également cela. Jackson Davis est un joueur très intéressant, mais notamment sur la défense du pick and roll, il est peut-être un peu plus vulnérable que sur la défense, par exemple, en deuxième rideau, où je le trouve déjà assez propre, avec un gros volume. Face au ballon et sur pick and roll, il peut être ciblé, il peut être attaqué. Il n'y a pas une technique parfaite. Donc voilà, ça a été le cas. Et finalement, donc, on a eu cette raquette très, très mobile et très dynamique. Et c'était un peu le but, à mon avis, de pouvoir aussi pouvoir bouger partout. Et clairement, là-dessus, bon, Kuminga, ok. Mais comme dit, Draymond Green a été stratosphérique pour moi. Mais vraiment, un match bluffant. Alors, peut-être pas, non, sans doute pas même d'ailleurs au niveau du match de play-in en 2021, qui pour moi reste le plus grand match que j'ai vu d'un individu faire, le 2021, le play-in Golden State Lakers, c'était n'importe quoi. C'est une masterclass du début à la fin, ce match de Draymond Green. Encore une fois, meilleure performance que j'ai vu individuellement d'un joueur faire. On n'était peut-être pas à ce niveau, mais on était très très haut là, avec Draymond Green. Vraiment. Et surtout d'ailleurs, également en deuxième mi-temps, avec pas mal de schémas un peu attendus et qui ont été magnifiquement exécutés, de Draymond Green sur Anthony Davis, mais qui ne respecte pas Anthony Davis à 3 points. Donc ça a aussi été un problème pour les Lakers, en un sens, c'est qu'on a eu Draymond Green vraiment littéralement en free safety, avec une liberté totale d'agir et de venir, justement, on parlait de ces fameuses isolations de LeBron. Pourquoi est-ce qu'on a eu des isolations aussi statiques et aussi compliquées, où il fallait s'en remettre au pull-up? Parce qu'il y avait Draymond aussi en deuxième rideau, qui venait tout le temps, qui rôdait toujours là, et avec AD, Anthony Davis, qui n'était pas capable de sanctionner ou d'avoir une menace suffisante pour faire rester Draymond Green sur lui. Donc voilà, on a eu pas mal de ce genre de situations où Draymond Green a abandonné Anthony Davis pour aider, pour faire ce rôle du roamer, comme on dit, le roamer, le free safety, vous l'appelez un peu comme vous voulez, le libéraux de la défense, on en a beaucoup parlé récemment. Beaucoup de ce genre de situations, on a pu admirer la fameuse explosivité horizontale de Draymond, qui n'a pas une explosivité verticale de fou, il monte pas très très haut sur des dunks ou sur ce genre de choses, mais par contre, il a ce qu'on appelle une closing speed, vous savez, un peu comme on dit en NFL pour les cornerbacks, l'explosivité horizontale sur quelques pas, absolument fantastique, et je crois qu'on a vu un contre magnifique, où en gros il est dans la raquette au moment de la passe, Anthony Davis est dans le corner, et puis en un claquement de doigts, en fait, il se matérialise dans le corner, il contre le tir, le jump shot d'Anthony Davis. On a eu ce genre de choses, donc on a eu aussi beaucoup de situations de 1 contre 1, de 2 contre 1, justement, les fameuses situations où on a un pick and roll, on a quelqu'un qui sort de l'écran, donc un joueur des Lakers, et Draymond Green est un peu en 1 contre 2 entre le porteur de balle devant lui et Anthony Davis qui plonge dans son dos. Et je crois que, alors peut-être pas dans l'histoire, mais sur ces 10 dernières années, s'il y a bien un joueur à sélectionner pour jouer ce genre de 2 contre 1, si vous êtes une défense, c'est bien Draymond Green. Ça a été d'ailleurs la clé de pas mal de séries contre les Rockets, où le pick and roll avec Capella qui plongeait dans le dos n'a pas autant marché qu'on aurait voulu, parce que contre la majorité des joueurs, ça marche. il y a ce dilemme entre est-ce que le défenseur va sur Capella pour empêcher le alley-oop et du coup ça libère Harden pour un lay-up, ou alors l'inverse, c'est-à-dire le défenseur va sur Harden mais du coup alley-oop pour Capella facile. Draymond, il est totalement capable, c'est un des meilleurs de NBA pour gérer ce fameux 2 contre 1 dans la verticalité, et on a vu pas mal aussi de ce genre de situation sur ce match-là, où il était aux 2 endroits à la fois, comme on dit. Donc voilà, vraiment le match de Draymond Green est spectaculaire pour le coup, mais vraiment. Donc ça c'était un peu pour toujours de ce côté-là du terrain, mais un peu focus sur la défense. Pour venir un peu à l'attaque,
des Lakers en particulier. J'ai beaucoup aimé aussi le match de Darvin Ham. En l'occurrence, le match des deux coachs, d'ailleurs, Darvin Ham et Steve Kerr, on va en parler. Mais les deux ont fait de gros matchs en termes de play calling, en termes de quelle action appeler, en termes de système, des jolis systèmes au bon moment, avec la bonne intention et la bonne exécution, etc., etc. Mais ouais, on a eu pas mal de très bons systèmes déroulés par Darvin Ham, comme en fait, c'est un peu le cas, un peu tout le temps en fait. Darvin Ham est excellent sur les ATU, sur les systèmes après temps mort. Donc, quand on a un peu le temps d'expliquer un système, de le mettre en place et de l'exécuter, et ça fait 2 points ou 3 points. Donc, gros match aussi, je trouve, moi, de Darvin Ham sur ce côté-là, sur le play calling offensif. Et puis, aussi, on a deux autres points à aborder, à mon avis. Par quoi on commence? D'Angelo Russell, peut-être, qui heureusement a mis 3 gros tirs en fin de match. Donc, on va pas lui en vouloir. Il a mis un gros tir dans le corner, je crois, dans le Money Time. Money Time ou Overtime, je sais plus. Il en a mis un autre, un peu un pull-up à 3 points aussi, en sortant d'un pick and roll, un peu dans le flow du jeu. Et puis ensuite un 3 points en transition absolument démentiel, qui était un mauvais tir, mais qu'il a mis, heureusement. Alors qu'en plus, les Lakers étaient menés. Donc pour repasser à quoi, 142, 141, je crois que c'est un méga tir de D'Angelo Russell. Donc heureusement qu'il y avait ces tirs, parce que pour le coup, la fin de match de Russell, elle est très compliquée. En termes de prise de décision, il s'est fait matrixer par Draymond Green, justement, et par les Warriors. Et toute la séquence de fin de match, de 4e quart-temps, où justement, les Lakers essaient d'aller sur ce fameux pick and roll 1-3, le pick and roll 13, donc avec le meneur et l'ailier LeBron James, pour mettre en position sur une isolation LeBron James, et ben il y a plein de fois où la prise de décision a été assez mauvaise, quoi. Donc la fin de match de Russell, autant au début ça déroulait pas mal, autant en deuxième mi-temps quand il y a eu les ajustements et qu'on a un peu plus essayé de le tester, qu'il y a eu un peu plus de pression, un peu compliqué la prise de décision de fin de match, mais heureusement donc il y a eu les gros tirs, donc tant mieux. Et puis aussi pour en parler, Vanderbilt, Jared Vanderbilt, 40 minutes sur ce match-là. 40 minutes. Lui qui plutôt parfois fait office de joueur un peu gadget, lui qui d'ailleurs avait été hors de la rotation, on va en parler, sur les playoffs 2023, donc il y a quelques mois. Il avait fait un magnifique match 1, mais ensuite il était un peu sorti de la rotation. Vous le savez, c'est aussi quelqu'un qui a un profil relativement atypique, avec des forces mais aussi des grosses faiblesses. Donc pour moi, on est plutôt sur un joueur gadget. C'est peut-être un peu fort l'expression, mais en tout cas un joueur qui n'a pas non plus un temps de jeu régulier dans la rotation tout le temps. Et là, donc 40 minutes pour Vanderbilt, et évidemment ça a été pour la défense, bien sûr. Mais en attaque, je trouve qu'on a eu un excellentissime match de Vanderbilt, qui n'est jamais aussi utile, en fait, que lorsque les Lakers essaient de jouer sur du post-up. Autant il y a certains matchs où, quand ça déroule sur pick and roll contre les Knicks, par exemple, le fameux match contre les Knicks, c'était pick and roll première mi-temps et deuxième mi-temps. De pick and roll, il n'y a pas trop sa place. Autant, par contre, quand ça joue le post-up, et là je pense aux doubles confrontations contre OKC, ou quand ça joue ici post-up isolation contre les Warriors, en termes de connecteurs, il n'y a pas mieux. Donc en termes de joueur qui va apporter du liant à l'attaque, et même j'ai trouvé que son spacing n'a même pas été si handicapant que ça. Ça s'est pas tant ressenti que ça, pour le coup. J'ai trouvé que, après c'est une question de match-up aussi, c'est parce que Draymond Green était sur Anthony Davis, donc c'est aussi pour ça. Mais j'ai trouvé qu'on a beaucoup plus ressenti le manque de spacing de Davis, parce que Draymond Green l'a abandonné, plutôt que le manque de spacing de Vanderbilt, qui effectivement est un très mauvais shooter, un non-shooter total, mais qui n'était pas positionné à 3 points, et qui au contraire, dans l'entrejeu, au milieu du jeu, a fait beaucoup de bien en fait. A fait beaucoup de bien pour offrir des solutions de passe quand il y avait des prises à 2 ou des surchargeages de terrain. J'espère que ça se dit, quand les Warriors surchargeaient le terrain. Il était là pour offrir des solutions de passe ou des cuts faciles, poser des écrans aussi. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vient un peu flotter autour de LeBron James en tant que deuxième défenseur, côté faible, on a Vanderbilt qui donc sur un surnombre 2 contre 1 pose un écran pour un 3 points ouvert de Austin Reeves, par exemple. Donc on a tout ce genre d'écran off-ballon, ce genre de flare screen, les rebonds offensifs aussi. Donc voilà, je trouve qu'au final, on a eu un gros match de Vanderbilt, évidemment pour la défense, on va y arriver, mais aussi en attaque, où la contribution a été vraiment, vraiment positive. On n'a pas été sur grosse défense plus neutre en attaque. Je trouve qu'on a vraiment été sur une contribution positive en attaque. Donc tant mieux. Et puis oui. Non, je crois qu'on a à peu près tout dit, mais
Bon, on peut parler de tactique, on peut parler de plein de choses, on peut parler de stratégie, de système. La fin de match, elle se joue quand même pas à grand-chose, hein, mine de rien. Puisqu'on a une contre-attaque pour les Warriors, et le rookie, Podziemski, qui avait été magnifique sur ce match-là, Podziemski manque un 3 points ouvert en contre-attaque, qui aurait pu sceller le match. Qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est la fameuse contre-attaque où le tir est loupé par Podziemski, ça repart de l'autre côté, et DeAngelo Russell, lui, le met, son tir à 3 points en contre-attaque, et ça plie le match, ou quasiment, en tout cas, ça remet les Lakers sur les rails. Voilà, ça se joue aussi, ces fins de match au shotmaking, mais on va y arriver. Mais voilà, grosso modo, voilà pour la partie l'attaque des Lakers contre la défense des Warriors. En effet, une énorme performance, je trouve, moi, de la part des Warriors défensivement, avec la raquette Draymond Green et Kuminga, mais surtout un Draymond Green magnifique, je trouve, avec en attaque un Vanderbilt qui a été utile, et surtout avec un LeBron qui a eu un shotmaking pur, assez impressionnant. Donc ça a quand même bien aidé à contourner les obstacles que posait la défense des Warriors. Et puis, donc, pour passer de l'autre côté du terrain, passons cette fois à l'attaque de Golden State contre la défense des Lakers. Et là, on peut commencer de suite en disant que les Warriors, le plan de jeu de base, c'était bien sûr le pick and roll avec Stephen Curry. Mais je dis bien sûr, mais c'est pas non plus une évidence, puisque on est un peu obligé de revenir un peu en arrière. La série de playoffs qu'on a eue en 2023, donc en mai dernier, entre les Lakers et les Warriors. Et si on se souvient un peu de cette série, la série a une physionomie assez particulière, puisque les Warriors font partie des équipes, l'an dernier encore, mais parmi les 2 ou 3 équipes qui jouent le moins de pick and roll par match. Donc on a les Warriors, les Kings et les Nuggets. 3 équipes qui jouent très très peu de pick and roll. Notamment parce que, vous le savez, les Warriors, c'est quand même énormément de jeux sans ballon, des sorties d'écran, de cuts, de mouvements, la motion offense, etc., etc. Voilà, c'est pas une attaque classique de pick and roll, un peu stéréotypée, un peu frontale, comme beaucoup en NBA, les Warriors. Et donc, match 1 de cette série-là, les Warriors avaient tenté de développer ce fameux fond de jeu en sortie d'écran, off-ball, etc. Mais ils n'y étaient pas arrivés. Match 1, ils n'y étaient pas arrivés du tout, et au point même qu'ils avaient en plus ensuite tout laissé tomber, et à partir du match 2, repassé sur une attaque de pick and roll, en fait, avec Stephen Curry. Et pourquoi ça n'avait pas marché ? C'est parce que les Lakers de Darvin Ham avaient sorti l'arme et la stratégie du top lock. Donc top, T-O-P, et lock, L-O-C-K, donc le top lock, qui est en fait une stratégie défensive pour justement combattre les sorties d'écran. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Le top lock, ça veut dire que, imaginez un écran pour Stephen Curry qui part dans la ligne de fond, qui doit remonter à 3 points, remonter sur l'aile, on va dire. Le top lock, c'est plutôt que le défenseur suive Stephen Curry en étant derrière lui, ça c'est ce qu'on pourrait appeler une trail technique, trail T-R-A-I-L, donc littéralement suivre. Plutôt que de suivre, de faire une trail technique, d'essayer de rester collé mais en restant derrière, le top lock, c'est essayer de se mettre devant le shooter. Et donc, essayer de l'empêcher de prendre l'écran. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est parce que sur ce match-là, les Lakers avaient été fabuleux avec ce top lock pour neutraliser complètement le jeu en sortie d'écran de Curry et de Klay Thompson avec cette stratégie, avec des Vanderbilt qui avaient fait un match 1 fabuleux. Et du coup, c'est vrai que même Austin Reeves, D'Angelo Russell, etc. Mais Vanderbilt avait été à ce point fantastique sur ces top locks que les Warriors avaient abandonné les jeux en sortie d'écran. Et donc, Vanderbilt a été tellement bon que du coup, il a plus joué sur le reste de la série. Parce que il a été tellement bon qu'il a lui-même fait que son utilité n'était plus nécessaire, en fait. Parce qu'en étant tellement bon sur le premier match, il a fait que l'équipe adverse a arrêté cette stratégie. Et donc voilà. Mais pourquoi est-ce que j'en parle ? C'est parce que oui, les Warriors, contre n'importe qui, ou en tout cas contre beaucoup d'équipes, ils vont pas forcément tout le temps attaquer frontalement sur pick and roll. Mais là, donc, le plan de jeu dès le début de match, ça a été ça. Ça a été le pick and roll. Et donc, je dis ça aussi parce que il y avait sans doute ce souvenir de la série contre les Lakers quelques mois avant, où Steve Kerr et les Warriors savaient que s'il fallait, les Lakers avaient cette arme-là. Avec Russell, avec Austin Reeves, avec
avec d'autres aussi, mais surtout donc avec Vanderbilt, où ça marche hyper bien. Et donc, plutôt que de faire ça, ils se sont dit, bon, on va sauter l'étape numéro 1 de la série où on avait testé et puis ça n'avait pas marché. Donc on était revenu sur le pick and roll. Les Warriors, là, ils se sont dit, on va directement aller sur le pick and roll. On n'a pas besoin de la phase de test, en gros. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on est. Le plan de jeu dès le début de match, ça a été le pick and roll en fait, et le high pick and roll, donc pick and roll très haut et en plein milieu du terrain, évidemment, pour libérer les fameux pull-up à 3 points de Stephen Curry. Et ce qui d'ailleurs a plutôt bien marché. Ça a plutôt bien marché, donc on a eu Stephen Curry qui a pu attaquer Anthony Davis sur pick and roll, et Davis était assez réticent finalement à sortir très très haut en tout début de match. C'était pas ça forcément les couvertures du plan de jeu initial. On sait qu'il peut le faire, mais c'était pas le plan de jeu n'était pas ça en début de match, et donc on a pu libérer quelques situations de pull-up à 3 points avec des écrans qui viennent très tôt, qui viennent parfois par surprise, qui sont bien posés aussi. Quand le défenseur, alors parfois c'était Heidi, mais parfois c'était Hachimura, ou parfois c'était d'autres comme ça, quand le défenseur montait plus haut pour contester le tir, le pull-up, forcément on avait Draymond Green qui se retrouvait un peu seul dans l'entrejeu, et donc passe facile, et ça déroule derrière, bien sûr. On a eu aussi pas mal de séquences en première mi-temps où les Warriors ont développé un double pick and roll. Et je crois que j'en avais parlé déjà, il l'avait fait contre Denver aussi. Oui, le match de Noël, j'en avais parlé sur un React. Où le but, en fait, de faire un pick and roll avec 2 écrans, le but, c'est que sur le premier écran, le bon défenseur qui de base est sur Curry, va switcher. Et donc comme ça, il y a un premier écran avec un premier switch, et quand on arrive sur le deuxième écran du pick and roll, contre Denver, on n'avait plus KCP, on avait quelqu'un d'autre. On avait Jamal Murray, qui se retrouvait à devoir négocier un pick and roll avec Stephen Curry, et donc forcément, Jamal Murray, il traverse moins bien les écrans que KCP. Donc voilà, c'était la fameuse arme, le double écran pour essayer de créer un premier switch avant le vrai écran sur l'intérieur. Et on a vu pareil, on a vu de nouveau cette stratégie contre les Lakers avec ce genre de situation où on essayait en fait très simplement d'aller chercher Christian Wood et Rui Hachimura, et on a eu comme ça par 2 fois un pull-up à 3 points qui a pu se libérer avec, je crois, une fois on a eu des fautes, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc on a développé ce jeu-là directement, à savoir aussi que, mine de rien, Golden State a testé un peu par-ci par-là, donc les fameux jeux en sortie d'écran, et on a une première possession où en effet Austin Reeves était en top lock, donc il a empêché la prise d'écran, mais les Warriors ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont dit, bon, notre jeu c'est quand même beaucoup les sorties d'écran, on fait du pick and roll, d'accord, mais on va aussi essayer d'autres trucs. On va essayer de développer notre jeu en sortie d'écran, mine de rien. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des sorties d'écran pour Stephen Curry notamment, mais en fait, avec des angles un peu surprises. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un écran qui est assez évident et que tout le monde voit arriver depuis le début de l'action, on essaie un peu de déguiser, et notamment, par exemple, un système assez simple où Curry démarre ligne de fond limite proche du panier plutôt que sur l'aile. Et donc ça déguise un peu le positionnement, et évidemment, Austin Reeves ne peut pas se mettre devant Stephen Curry n'importe où sur le terrain parce que sinon tu autorises des backdoors. Donc voilà, tu essaies un peu de déguiser le début de l'action. Comme ça, tu empêches Austin Reeves d'être en top lock dès le début. Et puis aussi, il y a eu ce qu'on appelle des actions en screen the screener, donc STS, screen the screener, où en fait, Stephen Curry posait lui-même un écran avant d'en recevoir un après ça. Donc Curry pose un écran, et donc Austin Reeves il défend Curry en tant que poseur d'écran. Et quand Curry ensuite pose son écran et en reçoit un lui-même, Austin Reeves il n'est pas placé en top lock parce qu'il a dû défendre d'abord le premier écran. Donc voilà, ça fait plein de petites stratégies comme ça qui ont été assez gadgets et assez mineures sur l'ensemble du match, mine de rien, mais qui ont réussi, notamment en première mi-temps, à développer 3-4 actions comme ça. Donc on a réussi un peu à insister sur ce point-là. Un des points aussi à noter, tout de même, c'est qu'on a dit Draymond Green ne respectait pas Anthony Davis de l'autre côté du terrain. Bon, là c'était pareil. On a eu Anthony Davis qui ne respectait pas Draymond Green, et donc on a eu aussi la fameuse technique, le classique du dribble and off, puisque c'est un contre-move classique de faire un dribble and off pour contrer ce qu'on appelle le roam, un joueur qui est dans une position de roaming, de roamer, de free safety. C'est-à-dire, je vous explique,
Si vous avez Anthony Davis qui se tient très loin de Draymond Green, il le fait parce que il ne craint pas Draymond Green à 3 points. Ok. Mais quel est le contre-move ? Le contre-move, c'est de donner la balle à Draymond Green sur un renversement de jeu. Et donc, quand ça se fait, on renverse le jeu vers Draymond Green, et là, on a de suite Stephen Curry qui arrive en courant pour prendre la balle des mains de Draymond Green. Et donc, que se passe-t-il ? Notre ami Anthony Davis se tenait loin de Draymond parce qu'il ne craignait pas le jump shot de Draymond, ok. Mais quand il y a le renversement de jeu, il est toujours loin de Draymond. Et par contre, on a Austin Reeves qui doit suivre Stephen Curry et qui donc se retrouve en 1 contre 2. Puisqu'il doit à la fois suivre Stephen Curry, mais aussi il est pris dans l'écran. Donc voilà, c'est aussi en ça que le fameux dribble end-off surprise est un contre-move au fait que quelqu'un ne respecte pas un intérieur ou un non-shooter, c'est de l'utiliser sur des fameux faux dribble end-off, ou dribble end-off surprise, pardon, plutôt. Et ça, on l'a vu plusieurs fois. Alors, en première mi-temps, on a eu une faute de Austin Reeves qui, du coup, en 1 contre 2, a dû gérer les deux et qui a fini par faire une faute. On l'a vu aussi en deuxième mi-temps, bien sûr. Et ça a marché aussi pour des 3 points ouverts. Donc, la fameuse technique du dribble end-off contre le roamer, on va dire, qui est un classique de l'attaque des Warriors, évidemment. Et puis, donc, pour revenir au principal, le pick and roll sur Anthony Davis. En deuxième mi-temps, les Lakers se sont ajustés. Et donc, l'ajustement qui a été, c'était très simplement de demander à Anthony Davis de faire des switches. Donc, c'est-à-dire, à partir de la deuxième mi-temps, plutôt que de rester bas sur le pick and roll ou alors de monter plus haut, mais ça libère quelque chose dans le dos, finalement, très simplement, Darvin Ham, il a dit, on arrête tout et on commence à switcher le pick and roll avec Draymond Green et avec Stephen Curry. On switch et donc, quitte à se retrouver avec Anthony Davis sur Stephen Curry. Ce qui finalement n'est pas un si gros compromis que ça, parce que Anthony Davis est peut-être un des meilleurs défenseurs de switch de sa génération, et même actuellement toujours en NBA. Donc c'est un pari pas si risqué que ça, au final. C'est une stratégie totalement normale pour Anthony Davis, qui a plutôt marché au début, mais là encore, contre-ajustement de la part de Steve Kerr, qui a trouvé des petites solutions. Déjà, en posant l'écran de plus en plus haut, et donc plutôt que de le poser au niveau de la ligne à 3 points, poser l'écran parfois au niveau de la ligne médiane, ce qui fait que certes, tu dois switcher, mais quand tu switches très très haut, tu as encore plus d'espace à devoir gérer dans ton dos. Et donc, quand tu as Stephen Curry qui arrive lancé et qui se retrouve avec Anthony Davis à la ligne médiane qui est déjà sur les talons en train de reculer, c'est plus facile. Donc, on a eu des pick and roll très très hauts pour neutraliser, pour contrer ce switch. Et puis, très simplement aussi, Stephen Curry a été fantastique contre les switches. Mais une de ses meilleures performances, je trouve, et on l'oublie parce que Golden State a perdu la série, mais Curry avait déjà été énorme dans la défaite, et dans la série perdue le printemps dernier, en 2023, playoff dernier. Il avait déjà été fabuleux en termes de porteur de balle. Là, c'est vrai que sur les switches, il a fait, il a pas tout fait, mais je veux dire, il a été assez incroyable. Franchement, il y a très très peu d'actions où il y a du déchet, il y a très peu d'actions où il attaque Anthony Davis et ça marche pas trop. On a un ou deux, peut-être un peu plus, on a quelques jump shots qui ne rentrent pas, mais on a aussi pas mal de séquences où en fait Stephen Curry s'ajuste en fait. Donc au début, début de deuxième mi-temps, il y a le côté ils se mettent à switcher, ok, je prends note, et puis à la fin on s'ajuste et en fait Curry varie aussi sa manière d'attaquer et sa manière de sortir du pick and roll. Sachant qu'il va y avoir un switch, en fait il attaque directement, il s'est mis à attaquer beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite dès la sortie d'écran, et avec des angles aussi très différents où, plutôt que de prendre le pick and roll normalement, d'avoir le switch et ensuite d'enchaîner sur une isolation un peu statique, ce que Curry faisait, c'est qu'il attaquait directement. Dès la réception du ballon, ou en tout cas, dès la sortie de l'écran, il attaque directement, et donc, certes, Anthony Davis est censé switcher, mais il se retrouve à switcher sur quelqu'un qui est déjà en mouvement, en fait. Et qu'il attaque, par exemple, qu'il attaque déjà sur sa hanche côté faible, ou qu'il attaque sur sa hanche côté fort, mais sur un changement de direction. On a eu aussi, il y a des séquences qui sont restées, que vous avez sans doute vues dans les highlights, qui sont des changements de direction brusques, ou totalement subtils et totalement bluffants de la part de Curry. Je pense qu'il y en a une où, vous l'avez sans doute vu, où il fait un peu ce qu'on appelle, il fait une Steve Nash en fait. Il sort du pick and roll, il a Anthony Davis sur lui, il va sous le panier, il ressort de sous le panier toujours en dribblant, et puis en fait non, il repart de l'autre côté sur un crossover et il va au panier.
il se libère un lay-up facile parce qu'il a maintenu son dribble en vie et qu'il a changé de direction. Donc voilà. Stephen Curry a aussi été magnifique pour gérer ses switches, mine de rien. Toujours sur l'attaque des Warriors, j'ai trouvé que Wiggins a été bien meilleur que d'habitude et que ses standards de saison. Et notamment, ce qu'on a pu voir, c'est l'utilité d'un profil comme Wiggins au poste bas et pour attaquer des mismatchs lorsqu'on les a. Donc on a eu à la fois première mi-temps et deuxième mi-temps des post-up qui sont venus parce que après une contre-attaque ou après un switch, il était défendu par Austin Reeves, il était défendu par D'Angelo Russell ou d'autres profils comme ça. Et donc une poignée de possessions de Wiggins au poste bas qui ont marché. Donc ça c'était bien. Et puis même de manière plus globale, il a quand même été meilleur que d'habitude. Et puis oui, autant j'ai dit gros match de Darvin Ham au niveau du play call, je crois que c'est un des meilleurs, mais vraiment un des meilleurs matchs de Steve Kerr en termes d'appel des jeux offensifs, en termes de play calling et de quel système appeler et de la créativité des systèmes. Enfin, franchement, c'est un sans faute pour Steve Kerr et notamment sur tout ce qui est money time. C'est un sans faute absolu. C'est une masterclass de play calling et de système appelé. Chaque système de fin de match où la situation a été cruciale, il appelle le bon système, le système est bien exécuté et ça donne un 3 points, ou en tout cas ça donne au moins un tir ouvert. Mais ouais, on a vu tous les classiques, hein. On a vu le fameux STS flare, donc screen the screener flare, où c'est un pick and roll à 2 écrans, et puis après le pick and roll, il y a un des 2 poseurs d'écran qui lui-même ressort et reçoit un écran de la part du premier poseur d'écran, un classique à Golden State. On a eu des dribble and off qu'on appelle keep, donc K-E-E-P, hein, où littéralement voilà, c'est Draymond Green qui garde la balle sur le dribble and off, un classique aussi de l'attaque des Warriors, mais surtout qui est appelé au bon moment, et après une série de dribble and off où Draymond Green lâche la balle, évidemment, sinon le contre-move ne marche pas. Donc on a eu ce genre de système. On a eu les fameux, donc les dribble and off contre Anthony Davis qui abandonnait Draymond Green, donc le fameux dribble and off contre le roamer. On a eu des magnifiques systèmes de fin de match, là, les fameux end of game, avec des combinaisons entre Klay Thompson et Stephen Curry qui ont toutes quasiment marché, franchement. On a même eu d'ailleurs, c'était marrant, enfin c'est marrant en tout cas pour un mec un peu fou comme moi, mais Steve Kerr qui sort de l'arbre du coaching tree des Spurs, vous le savez, les Spurs qui aiment bien faire le hammer screen, H-A-M-M-E-R, qui en fait littéralement ne veut pas dire marteau, qui est le hammer screen, qui vient en fait de Darvin Ham. Et oui, de l'époque où Darvin Ham était joueur, qui a été créé par George Karl à l'époque, le coach des Bucks, donc lorsque Darvin Ham était joueur. Donc c'est ainsi qu'on a créé le hammer screen. Et donc c'était marrant de voir que Steve Kerr a aussi annoncé un hammer screen qui malheureusement n'a pas marché puisque Anthony Davis était paré et a réussi à contrer le système. Donc voilà, c'était un petit fun fact pour les pour les amoureux de tactique. C'est toujours marrant de voir des équipes faire des hammer screen contre les Lakers de Darvin Ham. La seule nuance que j'aurais, c'est que j'aurais peut-être voulu voir un peu plus de pick and roll un peu frontal, en mode frontal de Stephen Curry. Écartez-vous, on laisse faire Stephen Curry. Mais bon, honnêtement c'est un peu pinaillé parce que je trouve que notamment sur tous les 2 prolongations, le jeu développé par les Warriors et le play calling de Steve Kerr a été bien meilleur que pour le coup l'attaque des Lakers qui s'est beaucoup reposée sur du shot making. Et première prolongation ça va, mais deuxième c'était beaucoup d'isolation statique et beaucoup d'attaque brouillonne en fait. Et au final, ils ont juste mis plus de tirs que les Warriors qui ont développé plus de systèmes et de meilleurs tirs, je trouve, mais qui ont mis moins de tirs. Mais voilà. Fond de jeu meilleur, mais moins de tirs entrés, tu perds le match. Donc voilà pour Steve Kerr, mine de rien, qui a fait un excellent match, je trouve, donc pour le souligner. Et puis, que dire ensuite ? Oui, il faut aussi parler de Vanderbilt. On a parlé de son attaque qui a été positive. Sa défense l'était évidemment encore plus, comme vous pouvez vous en douter. Mais notamment ce qu'a fait Darvin Ham et qui a été vachement intéressant et vachement intelligent, il s'est un peu inspiré de Bill Belichick. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique de Belichick, qui en fait, Bill Belichick aux Patriots ne mettait jamais, en tout cas rarement, son meilleur défenseur sur le meilleur receveur adverse. Et pourquoi est-ce qu'il faisait ça ? Parce qu'en fait, il disait, mon meilleur défenseur, et donc notamment Stephen Gilmore, pour la fin des années 2010, Stephen Gilmore, il est capable de tenir un mec à lui tout seul.
Voilà, Stephen Gilmore, meilleur défenseur extérieur, meilleur cornerback des Patriots. Donc, il est capable de tenir un mec tout seul. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le deuxième meilleur receveur de l'équipe. Et comme ça, sur le meilleur receveur de l'équipe, je mets 2 joueurs. Je fais une prise à 2. Donc, en gros, c'est essayer de... Ça paraît contre-intuitif au départ, parce qu'on pourrait tous se dire, mais non, il faut mettre le meilleur défenseur sur le meilleur attaquant. Mais en fait, non. Il y a aussi d'autres manières d'essayer d'optimiser ses atouts. Et donc, notamment, ce qu'a fait... pourquoi ça me fait penser à ça, c'est que Darvin Ham a un peu utilisé cette technique sur ce match-là. C'est-à-dire, Vanderbilt, sur tout le début de match, alors moins sur la fin, mais parce que la fin, c'est la fin, mais sur toutes les 3 quarts du match, les premières mi-temps et deuxième mi-temps, on va dire, Darvin Ham a utilisé Vanderbilt non pas sur Stephen Curry, mais plutôt sur Klay Thompson. Et donc, notamment, en termes de minutage et de quand est-ce qu'il joue ou ne joue pas. Donc, on avait Stephen Curry qui attaquait sur le pick and roll face à 2 défenseurs notamment, mais voilà, il y avait aussi Anthony Davis. Mais je pense que le raisonnement, ça a aussi été de se dire, finalement, si Stephen Curry, il joue le pick and roll et il attaque Anthony Davis, il y a déjà Anthony Davis. J'ai pas besoin de mettre en plus Vanderbilt. Ou en tout cas, si je le fais, c'est bien. J'aurai 2 de mes meilleurs défenseurs sur Curry. Mais ensuite, je pourrais pas avoir aussi Vanderbilt sur Klay Thompson. Et donc, gestion des assets et gestion des forces et répartition des forces en présence, qu'est-ce qu'a fait Darvin Ham? Il a dit, ok, Curry, il y a déjà Anthony Davis, il n'y a pas besoin de faire plus, on va laisser Austin Reeves, ou notamment Austin Reeves ou D'Angelo Russell sur Stephen Curry, mais de toute façon, il y a un peu prise à 2 sur ces pick and roll, il y a un peu Anthony Davis qui est là pour aider, ok. Et par contre, donc je ne mets pas mon meilleur défenseur sur Stephen Curry, mon meilleur défenseur, je le mets sur le deuxième attaquant de l'équipe adverse, et comme ça, à lui tout seul, il est capable d'arrêter le deuxième meilleur attaquant adverse. Donc, je répète, plutôt que de mettre le meilleur défenseur sur le meilleur attaquant, Vanderbilt sur Curry, on laisse Curry être géré par notamment Anthony Davis, donc ça va, et on utilise son meilleur défenseur Vanderbilt, non pas avec les titulaires, mais avec les remplaçants. Et donc notamment, première mi-temps, donc deuxième quart-temps, mais aussi en deuxième mi-temps, pareil, à chaque fois que Steve Kerr sortait sa seconde unit, et à chaque fois que ni Draymond ni Curry n'étaient là, donc ce fameux pick and roll, à chaque fois qu'on venait sur le banc, qui est le moteur du banc des Warriors de la seconde unit? C'est Klay Thompson. À part sur des débuts de match et sur des fins de match, mais vous avez compris. En gros, on a d'un côté, on essaie de stagger, d'empiler, de décaler les minutes de telle sorte à ce que on ait soit Stephen Curry, soit Klay Thompson, ok. Et donc, Steve Kerr, les secondes units étaient gérées par Klay Thompson en tant que moteur d'attaque de l'équipe, mais sauf que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout parce que Darvin Ham avait fait ce move qui peut paraître un peu pas intuitif de base, mais qui en fait a hyper bien fonctionné parce que, en effet, à lui tout seul, quasiment, alors j'exagère un peu, je caricature pour un podcast où on va pas y passer 8 ans, mais mine de rien, sur une majorité de possessions, l'attaque Klay Thompson en sortie d'écran n'a pas marché. Parce que on avait Vanderbilt qui, à lui tout seul, a su annihiler ce genre d'action, et notamment donc avec le retour du top lock, donc le retour du positionnement devant Klay Thompson pour l'empêcher de prendre les écrans, ou alors pour mieux les traverser si Klay Thompson insiste. Et voilà. Et ça a été une clé de ce match pour moi. Alors, oui, ok, sur la fin de match, on a eu en effet beaucoup de Vanderbilt sur Stephen Curry, mais parce que la fin de match, c'est la fin de match, et qu'à la fin, tu mets toutes tes ressources dans la bataille, tu tentes le tout pour le tout, etc., vous comprenez, mais sur la totalité du match, des minutes régulières, on va dire, on a eu cette stratégie de se réserver le meilleur défenseur, non pas pour le meilleur attaquant, mais pour le deuxième. Et pour moi, c'est comme ça que, en fait, les Lakers ont aussi gagné pas mal de ces minutes où il y avait la seconde unité des Warriors. C'est parce que, à lui tout seul, ou quasiment, j'exagère, mais à lui tout seul, en fait, Vanderbilt éliminait de l'action le meilleur moteur offensif sur le terrain, donc Klay Thompson, et les Warriors étaient un peu obligés d'aller ailleurs, quoi.
d'aller sur du post-up, d'aller sur Podziemski, d'aller sur Saric, etc. etc. Et d'ailleurs, il y a 2 actions assez phénoménales qui arrivent en même pas 1 ou 2 minutes de décalage, où les Warriors essaient de tenter leur fameux post-up split, donc un joueur de post-up qui a la balle, et on fait des écrans en tête de raquette, sauf que ça n'a pas marché, parce qu'on a Vanderbilt qui sent très bien le jeu, qui passe sous un écran et qui intercepte la balle pour une passe qui était destinée à Klay Thompson, et ensuite qui part en transition, et puis rebelote 1 minute plus tard à peine. De nouveau, il passe sous l'écran, il saute sur les lignes de passe, il intercepte et il va en transition. Donc voilà, stratégie payante et assez brillante, je trouve, de la part de Darvin Ham de se réserver son meilleur défenseur pour en fait complètement neutraliser la seconde unité, et ça a bien marché, donc tant mieux. Surtout que, voilà, vous le savez, hein, pas Stephen Curry, Chris Paul est blessé, donc on n'a pas, si vous voulez, on n'a pas un deuxième moteur de qualité chez les Warriors en termes de seconde unité. Là, ça a aussi d'autant plus marché que il n'y avait pas cette option pick and roll Saric, Chris Paul qui marche si bien. Non, là, la seconde unité, le moteur principal, c'était Klay Thompson, et donc avec Vanderbilt, on a réussi un peu à neutraliser tout ça de manière, pas complètement, mais franchement, de très très belle manière. Et puis aussi, pour dire, même plus globalement, je crois que c'est un des meilleurs matchs, si ce n'est le meilleur match que j'ai vu, moi, de la part des Lakers défensivement, sur tout ce qui est rotation en deuxième rideau. Et pour le coup, je les ai pas mal vus cette saison, mais pour moi, on est sur un des tout meilleurs matchs des Lakers en termes de défense en deuxième rideau et de défense collective sur ce match-là, avec évidemment des aides au panier qui ont été parfaites et dans le bon timing, etc. D'ailleurs, je vous disais que les Warriors ont pris très peu de tirs au panier, donc ça illustre bien ça, pour le coup. Et puis, au-delà même des rotations, on avait aussi une exécution de tout un tas de switch sans ballon qui a été impeccable. Et donc, notamment, les Lakers pratiquaient des schémas qui switchaient beaucoup sur le ballon, mais donc forcément, quand tu switches, parfois, ça crée des mismatchs, sauf que le temps que les Warriors donnent la balle au poste bas à celui qui avait le mismatch, les Lakers exécutaient ce qu'on appelle des kick-out switch, et donc, par exemple, D'Angelo Russell se retrouve à switcher sur Wiggins, et le temps que les Warriors essayent de donner la balle à Wiggins au poste bas, en fait, il y avait LeBron James qui venait et qui prenait Wiggins, qui disait à Russell, non, toi, va ailleurs. Et donc voilà, c'est ce genre de, ce qu'on appelle des kick-out switch, où quelqu'un vient prendre l'assignement. L'assignement, non, ça se dit toujours pas, non, l'assignement. À chaque fois, je fais l'erreur. Quelqu'un vient prendre le match-up, loin du ballon, et voilà, ça switch sans ballon, donc ce genre de kick-out switch, pas mal aussi de scram switch bien exécuté, donc des rotations, non pas des switch A prend B et B prend A, mais à 3 en fait. A prend B, B prend C et C prend A, etc. etc. Donc voilà, franchement, un des meilleurs matchs en termes de défense collective, je trouve, de la part des Lakers. Et puis, qu'est-ce que j'avais noté aussi? Oui, pareil, j'en ai parlé un peu pour les Lakers, mais je trouve qu'il y a peut-être des questions à se poser, peut-être, je répète beaucoup peut-être. Il y a sans doute des questions à se poser en termes de spacing. La raquette a joué beaucoup, hein, Kuminga, Draymond Green, mais pour moi, il y a aussi pas mal de possessions où le spacing est un problème évident, où on a des beaux systèmes développés, où on a ce genre de bonnes actions qui se finissent bien, ou en tout cas qui ont l'air de bien se finir, mais qui justement, en fait, se finissent mal parce qu'on a le mauvais spacing, et on a des Lakers qui peuvent abandonner soit Draymond Green, soit Kuminga. Et donc la possession, si vous voulez, le système est bien déroulé, mais ça ne peut pas aller au bout, ça ne peut pas conclure, parce qu'on a toujours soit un mauvais shooter qui prend le tir, soit un mauvais shooter qui ne prend pas le tir, au contraire, et qui du coup gâche un peu la fin de l'action, etc. etc. Donc oui, pour moi le spacing peut être un problème. Et c'est d'autant plus un problème qu'il n'y a pas trop de solutions sur le banc en fait. Les Warriors, ils ont ok, on a Kuminga, Draymond Green, qui en ce moment, c'est la raquette qui joue le plus, ok. Kevon Looney, pas non plus de spacing. Tracy Jackson Davis, pas non plus de spacing. Bon, il reste Darius Saric. C'est bien, mais c'est pas non plus des temps de jeu énormes qu'il peut faire, Darius Saric. Donc, et puis s'il fait des temps de jeu énormes, déjà, c'est pas non plus un shooter d'élite en termes de 3 points. Ensuite, donc, comme dit, il est pas très jeune, pas très en forme, donc je suis pas sûr qu'il puisse te donner 30 minutes tous les soirs, et même s'il le fait, à quel point est-ce que tu prends cher en défense, quoi. Donc c'est tout le compromis en fait, hein. C'est tout le compromis de cette équipe des Warriors, c'est est-ce qu'on décide d'avoir un mauvais spacing, mais
des bons joueurs, notamment défensivement, ou même offensivement, ou est-ce que on prend l'option un peu spacing avec Saric, spacing, passing, mais du coup on souffre en défense. Voilà. Le problème, c'est quand t'as pas des top joueurs complets qui peuvent faire les deux choses, bah, t'es un peu obligé de choisir entre les deux. Les fameux vases communicants. Voilà, ça y est, je l'avais pas dit sur le podcast aujourd'hui. Trademark Basket Lab. Les vases communicants. Ça fait partie de mes tics de langage. Mais voilà, j'avais noté pas mal de choses. Oui, Podziemski aussi qui fait un gros match. Je trouve. Pas mal de possessions qui ont été sauvées par des rebonds offensifs de Podziemski. Mais je crois qu'on est arrivé au bout. Mine de rien, un match qui se joue, qui se décide sur la fin. Je parlais de Steve Kerr d'ailleurs, qui est avec son play calling très bon. Bon voilà, les Lakers gagnent le match sur des lancers francs, sur un drive qui donne des lancers francs à LeBron James, mais pour le coup, le système juste avant, il est magnifique, encore une fois. Magnifique système pour un tir clutch énorme de la part de Stephen Curry. Voilà, franchement, je trouve, je sais que je suis peut-être plus haut que la moyenne sur certains coachs, et donc notamment sur les deux d'aujourd'hui, sur Steve Kerr et sur Darvin Ham, je suis plus haut que la moyenne, je pense. Mais là, pour le coup, les deux ont fait une masterclass. Les deux ont fait une masterclass. On peut aussi soulever, tant qu'à lister, masterclass, et en tout cas gros match de Stephen Curry. Énorme. LeBron James, évidemment, en termes de shot-making, en termes de tout, en fait, même en termes de... Bon, des petites actions que je vais pas détailler ici, mais le côté intelligence de jeu et analyse d'une possession à l'autre, il est capable de trouver la solution qui s'offrait sur la possession d'avant, etc. Anthony Davis, fabuleux. Draymond Green, stratosphérique. Vanderbilt aussi, magnifique match de Vanderbilt. Non, voilà, globalement, on a quand même eu un match très plaisant en termes de suspense, mais aussi passionnant en termes de tactique et de stratégie et de bataille et de performance individuelle. Donc, que demande le peuple si ce n'est plus de matchs comme ça? Un des matchs de la saison, remporté sur le fil et au finish, au bout de la nuit, après 2 prolongations, 145-144 pour les Lakers de LeBron James face à des Warriors méritants de Stephen Curry. Clairement, un des matchs de la saison en termes de suspense, en termes de performance et en termes de bataille tactique. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que j'arrive à ne pas être trop abstrait en termes de tactique en audio. C'est vrai que c'est peut-être pour ça que très peu de monde parle de tactique en audio, je sais pas, ça doit être peut-être ça la raison. C'est que c'est quand même difficile de se faire comprendre. Bref, j'espère qu'on aura été assez clair en tout cas d'un point de vue stratégique. Description des actions peut-être un peu moins, mais comme dit, si ça vous intéresse, la description visuelle des actions, rendez-vous sur le Twitch, on aura fait quelque chose normalement. Et puis le replay sera disponible pour vous. Et puis on se dit pour la prochaine fois alors. Je ne sais pas quoi exactement, mais on se donne rendez-vous d'ici 2-3 jours. On va faire une pause. Pas de podcast demain, mais rendez-vous d'ici quelques temps pour un prochain podcast du Basket Lab. Je ne sais pas encore lequel, mais ça va arriver. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci comme d'habitude pour vos petites étoiles iTunes, Spotify, sur YouTube aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux sur YouTube, ça fait plaisir. Je viens à peine de lancer la chaîne il y a à peine quelques mois, donc ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.